Bonsoir, chers amis du Cercle Aristote. Merci d'être présents ce soir. Nous sommes le 17 novembre, dimanche 17 novembre le soir, ensemble pour cette émission Geek and Politique. Alors, qu'est-ce que c'est Geek and Politique ? C'est le nouveau format du Cercle Aristote, un format qu'on va essayer le plus possible d'être mensuel, un format avec mon camarade Simon, que vous venez d'entendre, qui est le trésorier historique du Cercle Aristote, moi-même responsable des interviews, comme vous me connaissez, et chaque mois, nous allons recevoir un invité pour parler de vrais sujets politiques et de société, mais avec un angle en utilisant justement des dystopies, des romans d'anticipation, des jeux vidéo, pourquoi pas des vidéastes, pourquoi pas de l'audiovisuel. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir, alors qu'il est en pleine campagne pour son premier ouvrage, qui est donc un roman dystopique d'anticipation. Il nous en parlera, le roman Décadence, qui sort chez nos camarades des éditions L'Harmattan, Bastien Gouly. Bastien, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir au Cercle Aristote. Merci pour cette première et cette invitation. Donc Bastien, on va vous présenter. Donc évidemment Simon, mon camarade que vous voyez à l'écran, donc qui est un peu la caution pop culture du Cercle Aristote, et avec qui on partage cette passion justement des œuvres culturelles, qu'elles soient modernes ou passées. Donc ça peut être des années 60, 70, 80, 90, 2000. Oui, je vais dire 80 et 90 pour les Français, vous inquiétez pas, c'est un défaut de ma part, vous savez très bien que je suis suisse. Et donc pour cette première, on se réjouissait pour ce premier livre de vous recevoir Bastien Gouly. Bastien, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter avant qu'on parle plus précisément de votre œuvre, mais vous en tant que personne et vos relations avec le Cercle Aristote, est-ce que vous nous connaissiez avant de venir faire cette émission ce soir ? Oui, alors je remercie de nouveau le Cercle Aristote. Oui, évidemment, je connais le Cercle Aristote qui participe au bouillonnement intellectuel sur les réseaux, sur Internet. Donc effectivement, moi je suis journaliste, j'ai été journaliste entre 2009 et 2024 et je suis analyste politique. Donc effectivement, à travers ma vision de la politique, les analyses que j'en ai faites sur la politique spécifiquement française et un peu aussi européenne, j'ai eu l'idée d'écrire ce livre qui a une histoire peut-être un peu originale à présenter. Je ne sais pas si vous voulez que je présente tout de suite le livre, puisque vous m'avez fait aussi cette transition-là. Non, on va finir d'abord avec votre présentation, puis on parlera justement de l'ouvrage, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui sur ce sujet. Oui, alors, donc voilà. Donc effectivement, je suis journaliste. J'ai été journaliste entre 2009 et 2024 et analyste politique. Et puis, donc mes heures perdues. Je regarde régulièrement les émissions du Cercle Aristote, évidemment, et Pierre-Yves Rougeron, forcément. Et donc ce livre Décadence, alors sans évidemment spoiler l'ouvrage, mais de quoi ça parle ? Quel est le sujet ? Quel est le sujet central de l'histoire, et comment ça, voilà, un peu le résumé, un peu le quatrième de couverture, si je peux me permettre, pour à peu près de savoir où est-ce qu'on met les pieds pour les gens qui le découvrent, voilà, puisque vous avez vu dans l'entête évidemment de l'ouvrage, de l'émission, on a mis la couverture de votre ouvrage chez L'Harmattan. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour donner envie aux lecteurs ? Oui, alors je vais être peut-être plus bref que la quatrième de couverture. En clair, nous sommes dans un futur proche. La France s'est transformée en Euro-France, donc rebaptisée. Elle a été diluée au sein de l'espace européen. Elle a perdu son identité, l'identité notamment républicaine, et subit en même temps le diktat du progrès qui est imposé par cette nouvelle Union européenne et par aussi certains mouvements politiques. Donc, pour ce besoin du progrès, on va dire, il y a la liberté qui est verrouillée, la démocratie également, tout cela au nom du progrès, donc. Et nous avons des personnages qui se croisent, qui se confrontent, qui s'affrontent, et qui vont aussi peut-être parvenir à combattre ce système-là. Il y a des dérives idéologiques qui en découlent, et ça sera aussi le combat de nos personnages pour lutter contre toutes ces dérives qui sont, comme vous les connaissez sans doute, puisqu'il n'y a pas vraiment de surprise, mais c'est de manière
encore plus radicalisé qu'aujourd'hui, le multiculturalisme, on en reparlera tout à l'heure, les dérives aussi liées à la baisse des acquis au niveau des savoirs dans l'école. Il y a aussi le progrès technologique qui est là un peu exacerbé dans le roman. Donc voilà, c'est un roman d'anticipation noire. Je ne suis pas Madame Soleil, c'est une dystopie. Évidemment, c'est pas un avenir que je souhaite à la France, bien que je pense que certains militants politiques ou activistes souhaiteraient cette société-là, une France noyée dans l'UE et noyée aussi dans le diktat du progrès. Oui, alors juste pour qu'on situe un petit peu, alors parce que ça va être très intéressant, on se réjouit de parler de toutes ces thématiques riches et qui parcourent de nombreuses œuvres, dont la vôtre évidemment, de pop culture. Pour qu'on se situe à peu près au niveau temporel, à quelle période se passe votre histoire? Alors, c'est un futur proche. Je ne veux 2050, pas la 2060? Libre au lecteur de choisir la période. Je ne peux pas la donner puisque, comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas jouer à Madame Soleil. Si vous voulez, même l'œuvre de George Orwell, 1984, même s'il donne la date de 1984, ce n'était pas forcément la date à laquelle il prévoyait la société qu'il envisageait. Eh bien, je suis un peu dans cette même philosophie-là. C'est-à-dire que on verra peut-être des accointances avec la société d'aujourd'hui. D'autres verront que ces évolutions-là ne peuvent avoir lieu que dans 50 ans. D'autres diront c'est déjà ce que l'on vit un peu. Donc, je crois que le lecteur devra faire aussi son propre choix. Et s'il y a des lecteurs, évidemment, parmi votre public qui ont déjà lu le livre, peut-être qu'ils pourront partager leur avis. Moi, évidemment, j'ai un avis personnel, mais je ne peux pas le donner, puisqu'en fait, il faut que ce soit le lecteur vraiment qui s'approprie le livre. C'est pour ça que d'ailleurs, je n'aime pas dire mon livre Décadence. Je préfère que ce soit un bien qui soit partagé auprès de tous et que chacun fait de ce livre sa propre appropriation de l'histoire. Oui, et on se réjouit évidemment alors, à titre personnel, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas lu encore, mais c'est sur ma liste des ouvrages à lire, notamment durant les vacances de Noël, et je me réjouis de le lire très prochainement, parce qu'il vient de sortir, hein, Bastien, il est tout récent, hein, il me semble. Tout à fait, il est tout neuf, il vient d'être conçu, il date du 31 octobre. Ouais. Vous savez, entre les impressions, donc ça a pris un peu de temps, donc on va dire début novembre, la sortie officielle du livre. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et donc, on va commencer évidemment à parler des grandes thématiques. Et puisqu'on parle de dystopie, comment ne pas parler on y reviendra, Bastien, mais avec Simon, de la première œuvre, évidemment, qui nous vient en tête quand on parle de ce livre Décadence. C'est évidemment le 1984-1984, pour nos amis français, de George Orwell. Simon, notamment, est-ce que je vais te poser la question, tu vas pouvoir y répondre tout de suite. Est-ce que 1984 de George Orwell, donc qui est écrit au milieu du siècle passé, est-ce que c'est un peu le papa, la matrice de tous les romans réalistes, on va dire, d'anticipation qui ont vu le jour après? Est-ce que c'est pour toi la maison mère un peu de tout ça? C'est possible, je dirais surtout c'est un qui est le plus séminal parce que c'est très riche, il y a beaucoup de choses, que ça soit au niveau de, on va dire l'inspiration évidemment communiste, l'inspiration totalisante même en manière générale, la novlangue, le côté obsession de parti, etc. Qui fait que fatalement quand on va écrire ou même faire de la dystopie quelle qu'elle soit, par exemple, bon là c'est un exemple qui je pense que vous n'aurez pas, qui est Code Geass, qui est un animé plutôt avec des mechas, mais c'est très 1984 dans l'inspiration quand même, alors que c'est très très éloigné en termes de contexte. Maintenant, là il y a une autre œuvre que je trouve qui est pas forcément qui est très connue, mais où je pense que les gens ratent peut-être parfois un peu la fin, c'est Fahrenheit 451, que je pense se rapproche plus de votre œuvre. Parce que la conclusion, même je crois même c'est une postface de l'auteur qui dit oui, rappelez-vous, il existe plus d'une manière de brûler un livre, qui est un livre, je crois, qui a dû être écrit dans les années 80. Et déjà dans les années 80, il disait on est en train d'annuler des pièces de Roméo et Juliette dans les facs aux États-Unis parce que des gens trouvent que c'est déjà trop sexiste pour être adapté tel quel.
C'est tellement génial comme. C'était dans les années 80. Après, dans les autres grandes œuvres dystopiques, après ça va être sur des points plus précis. Par exemple, Running Man, je sais pas si vous connaissez, qui est un très bon. C'est un roman, mais c'est un roman assez court de Stephen King, qui est dans une dystopie qui est assez proche de nous finalement en termes de date. Donc, Oui, on va faire réagir notre invité sur ces bien éléments, sûr. que tu vas pouvoir réfléchir. Bastien, je vous redonne la parole. Donc sur ces œuvres, donc notamment le 1984 d'Orwell, le Fahrenheit 451 et le roman de Stephen King qui vient de citer Simon, que je n'ai pas lu malheureusement. Est-ce que ça ont été des inspirations? Est-ce que c'est des sources? Est-ce que c'est des livres que vous avez appréciés, lus ou pas lus? Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Et qu'est-ce que vous retenez? Quelle est la moelle, la substantifique moelle, comme on dit, de ces romans pour vous, en tout cas par rapport aux thématiques que vous traitez? Oui, alors Simon, on dit quelque chose d'assez juste. Peut-être que mon livre se rapproche plus de Fahrenheit 451, parce qu'en fait, c'est la perte de la culture qui est illustrée dans ce livre. Les pompiers, pour ceux qui ne connaissent pas, n'éteignent plus des feux, des incendies, mais ils brûlent des livres, les maisons, parce qu'il y a des livres dedans. Donc, ils brûlent les livres également. Et en fait, tout ce qui est amené à apporter de la culture, du savoir, à faire des têtes pleines auprès des citoyens, c'est quelque chose de mal vu par l'État totalitaire. Et c'est vrai que le tronc commun de ces dystopies, c'est l'État totalitaire, alors qu'il soit communiste ou non, hein, parce que je rappelle que Running Man, par exemple, on voit plus dans Stephen King, c'est plutôt une société occidentale, d'ailleurs. Donc c'est pas du tout le régime communiste. Running Man, c'est aussi un classique. Alors c'est un peu différent parce que il évoque des criminels qui seront envoyés dans une fosse, en gros, et qui devront se sortir de cette fosse. Ils vont être poursuivis, chassés par des sortes d'hommes surhumains, quasiment avec des transhumanistes, dans une société un peu transhumaniste où ce sont des hommes qui possèdent eux-mêmes des lance-flammes, qui sont des machines entre machine et être humain dans mes souvenirs. Et si l'homme parvient à se sortir de cette fosse, eh bien, il arrivera à se libérer de sa peine. Moi, je citerai aussi un autre livre qui est peut-être même une influence de George Orwell, c'est Zamatin, donc qui est un auteur russe et qui a écrit Nous autres. Et Nous autres, c'est une société aussi déshumanisée. Alors comme George Orwell, hein, il y a une déshumanisation de l'individu. Et là, dans Zamatin, c'est encore plus poussé, c'est que les noms sont transformés en matricules. On ne s'appelle plus Nicolas, on ne s'appelle plus Simon, on ne s'appelle plus Bastien, on ne s'appelle plus Jean. C'est D504, c'est D608. Par exemple, et ça, c'est une volonté, c'est de dire que la société aujourd'hui, elle est composée d'individus qui servent à être des outils pour une élite. C'est une vision très utilitariste de l'homme. Moi, j'ai aussi cette vision-là dans mon livre, sauf que évidemment, on a des prénoms. Là, du coup, je me rapproche plus de George Orwell de nouveau, mais c'est quand même une société déshumanisée où, dans mon livre, même si je n'aime pas ce mot "mon", mais dans ce livre-là, en tout cas, les hommes sont considérés comme des valeurs marchandes qui ne sont plus là pour être des citoyens, mais pour effectivement contribuer à la croissance de la société, mais de ne pas jouir en contrepartie de cette croissance. Voilà. Donc, en fait, de toutes ces œuvres, d'ailleurs, Bradbury, pour revenir de nouveau et faire la boucle par rapport à Simon, Bradbury voit aussi autre chose, c'est-à-dire qu'on est abruti par des programmes divertissants, de la musique, la télévision aussi, il dénonce énormément cela, et il préfigure en gros les émissions de télé-réalité, il préfigure les émissions de télé, tout ce qui est abrutissant et qui pourrait nous donner du temps de cerveau disponible pour la consommation. Voilà. Là, si je faisais un résumé grosso modo des œuvres présentées par Simon, en rajoutant l'œuvre de Zamatin, qui est pour moi l'une des références aussi de la dystopie.
Oui, merci beaucoup, Bastien. Et d'ailleurs, ça me permet de retourner vers Simon, puisque c'est la première grande thématique dont on va parler et qui est présente dans le livre Décadence de Bastien Gouly. C'est la notion d'état totalitaire et les différentes formes. Parce que quand on était à l'école, en tout cas, Simon et moi, on est de la même génération. Quand on était à l'école, on a appris qu'il y avait deux formes d'état totalitaire, l'état autoritaire martial et l'état communiste, on va dire, globalisant, c'est-à-dire avec l'entière de la société qui vit avec le même système. Mais est arrivé, et George Orwell l'avait déjà très bien dit, et aujourd'hui dans la société, des sociétés disent totalitaire, mais au nom de manière un peu soft, comme disent nos amis anglo-saxons, c'est-à-dire en utilisant une sorte de déshumanisation et de restriction de liberté, mais sans utiliser forcément la violence physique, ce qui nous avait été appris, on va dire, voilà, mais qui utilise d'autres formes de violence, hein, violence psychologique, manipulation, technologie, ultra-technologie, numérisation, etc., etc. Simon, la question qu'on a envie de te poser, c'est de dire, est-ce que aujourd'hui l'État maastrichtien, donc en Europe depuis 1992, est-ce que c'est déjà le cas en fait, qu'on est déjà dans un système totalitaire en Europe occidentale et en l'Occident de manière générale, mais simplement on ne s'en rend pas compte. Ben, c'est un peu particulier. Moi, j'ai l'impression, quand je lis ce qu'on reçoit de Maastricht, des choses comme ça, de Bruxelles, c'est un peu particulier parce que c'est toujours le problème d'être le cul entre deux chaises, entre, on va dire, entre l'URSS et le meilleur des mondes, en fait. Le problème, c'est que c'était... parce que là, le meilleur des mondes, c'est une autre grande dystopie dont on n'a pas parlé, parce que je pense qu'elle est quand même assez éloignée dans le style de l'ouvrage. Parce que le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, bien oui. entendu, hein, voilà, qu'on cite. Ouais, d'ailleurs, j'ai vérifié rapidement, donc Fahrenheit 451, c'est 53, hein, donc la censure a pas... Parce que c'était... La fin de la conclusion, c'était ça, c'était de dire finalement, censurer un livre, c'est ou le brûler, finalement, c'est pas mieux, quoi. Finalement, c'était ça la symbolique derrière, brûler le livre, c'est interdire qu'il soit écrit ou empêcher qu'il soit écrit. Et que là, oui, on a... Le problème, c'est que le meilleur des mondes, au moins, c'est un système qui est cohérent avec lui-même. Quelque part, on avait un invité qui était venu il y a quelques temps au Cercle, qui avait parlé d'un de ces ouvrages de dystopie où il y a un individu qui finit par devenir une espèce de dieu cybernétique immortel qui est présent et qui supervise l'humanité tout entière. Et l'invité nous avait expliqué très calmement que de toute façon, le meilleur des mondes, c'est pas ironique, c'est vraiment c'est l'indice de bonheur maximum qu'on peut obtenir si on accepte que ça soit ça la valeur cardinale et qu'on sacrifie la liberté. Mais au moins, c'est un système qui est cohérent. Là, le problème, c'est que Bruxelles, c'est à la fois la novlangue qu'on interdit. On interdit des parties, on interdit des films, on interdit des discours. Ou alors on leur interdit d'être présents dans les médias, ce qui revient à peu près au même. Hein. C'est comme avait dit une fois Greg Tabibian, c'est oui, finalement, on a le droit de crier un discours sur un marché. Oui, c'est ça la liberté d'expression, quelque part, c'est quand même un peu limite. Et j'ai l'impression que voilà, le problème, c'est qu'on est sur un système entre ça et le totalitarisme. Donc c'est de toute façon foireux, en fait. Parce que bon, l'URSS a fini par s'effondrer, évidemment, notamment par le poids de ses contradictions internes et externes, mais au moins c'était un système qui avait une forme de cohérence, même si c'était abominable. Je pense que j'ai répondu à peu près à la question. Oui, bah justement, par rapport à ces aspects-là, justement, Bastien, comment est-ce que vous avez voulu traiter cette question dans ce monde en décadence et à quel point vous considérez aujourd'hui, en 2024, dans notre monde, qu'on est atteint par quelque part cette forme de virus, quoi, sans vouloir rappeler une mauvaise période. Oui. Alors, moi, je reprendrai un peu la notion de Natasha Polony. On est dans une période de soft totalitarisme, à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a toutes les apparences d'une démocratie, notamment en France. C'est-à-dire qu'on vote, par exemple. On a un semblant de liberté d'expression parce que celle-ci, dès qu'on s'écarte en fait du discours convenu, on est tout de suite relégué dans les marges totalitaires. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a laissé l'alternative de la pensée, finalement, on l'a laissé au Rassemblement national sur ce point-là, si on fait un parallèle avec aujourd'hui. Donc, on vit une sorte de soft totalitarisme parce que
elle est malade, notre démocratie. Elle est submergée par la tentation des marchés, des financiers, avec une élite politique qui pantoufle, c'est-à-dire qui fait les navettes publiques-privées. Il suffit de regarder le nombre de commissaires européens aujourd'hui et d'avant. Le plus illustre, Juan Manuel Barroso, qui était l'ancien président de la Commission européenne, qui doit avoir aujourd'hui une vingtaine de mandats au sein des entreprises. Il doit cumuler une vingtaine de mandats à peu près. Ça a été dénoncé par des enquêtes. Une élite qui a des incohérences, avec donc un certain milieu économique qui est prédateur. Et en fait, ce régime de soft totalitarisme que j'essaye aussi d'illustrer dans l'ouvrage, de manière subtile, on fait croire effectivement avec une certaine novlangue que c'est bon pour la société, que c'est pour le bien-être de l'individu, des peuples, des nations. En réalité, il ne sert jamais, ce soft totalitarisme, les peuples évidemment. Donc comme je l'ai dit, il sert davantage le pouvoir financier, les élites économiques. Et en fait, ça entraîne quoi? Ça entraîne évidemment des politiques économiques qui sont liées. Il suffit en fait d'écouter les recommandations de la Commission européenne pour en fait avoir la trace, avoir la connaissance de la future politique française. Donc les peuples sont un peu dépossédés de leur souveraineté. Or, à mon sens, et je pense que ça sera certainement partagé par les téléspectateurs, la souveraineté est liée à la démocratie. Donc, si le peuple ne peut pas être souverain, ne peut pas décider des choix de politique, si tout cela s'est décidé dans les cabinets sombres de la justice européenne, de la Commission européenne ou des cénacles, eh bien, en fait, c'est que le peuple est dépossédé de son propre pouvoir, celui de déterminer sa propre politique. Et ça, j'essaie de l'illustrer effectivement dans le livre de manière beaucoup plus radicale que ce qui se passe aujourd'hui. Alors, est-ce que ça va se passer comme ça? Évidemment, je ne suis pas Madame Soleil, et je ne l'espère pas. J'ai une question pour vous du chat, Bastien. C'est notre ami Bounia7563 qui nous le dit. C'est ce qu'explique Pascal Boniface chez Thinkerview. Dès qu'un invité, même régulier, esquisse la moindre critique du discours autorisé, on est blacklisté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, blacklisté, ça dépend. Vous savez, il y a des exceptions qui confirment la règle. Dans les plateaux télé, on aime inviter parfois quelqu'un qui n'a pas forcément le discours convenu. C'est pour donner une apparence d'opposition. Sauf que ce qui se passe, et on l'a vu notamment pendant la crise Covid, c'est qu'il suffisait de la moindre critique de la politique Covid pour se faire qualifier d'anti-vax. Alors pas moi forcément, mais en fait tous ceux qui critiquaient même le pass sanitaire, qui constitutionnellement pouvait poser problème à l'origine, c'est-à-dire qu'on remplissait nous-mêmes nos déclarations pour pouvoir sortir dans la rue. Enfin, c'était un peu une absurdité quand même, et une privation de liberté. Et ça, c'était au nom de la liberté qui allait être retrouvée à la suite de la fin du Covid. Donc en fait, dès qu'on sort de certains discours convenus, notamment sur l'euro et l'économie, puisque en fait il y a une doxa, si on remet en cause par exemple l'austérité même budgétaire, c'est que on est des dépensiers outranciers, qu'on est complètement déraisonnable et même qu'on n'est pas du tout sérieux. Donc, en fait, même l'euro, il ne peut pas être contesté. Si on le conteste, c'est qu'on est tout de suite considéré comme un affreux populiste, comme souvent un extrémiste, et comme un partisan même pratiquement de la Russie ou de systèmes, de régimes qui ne sont pas démocratiques. Oui, d'ailleurs, Simon, ça me fait penser à ça, ces aspects-là. Est-ce que on a parlé beaucoup dans cette première demi-heure d'émission des livres, des romans. On est remonté jusqu'au roman des années 50. On a parlé du meilleur des mondes. On a parlé de 1984, 1984 d'Orwell. Est-ce que dans les œuvres de pop culture plus récentes, notamment, je sais qu'on avait discuté en avant d'une série particulière sur ces aspects-là, mais également dans certains jeux vidéo, on retrouve ces thématiques-là, et en tout cas auxquelles ça t'a fait penser quand on parle de ces thématiques justement de soft power totalitaire, de cadenassement de la pensée, de ce point de vue-là. Quelles sont les œuvres qui ont fait écho chez toi, on va dire?
Alors effectivement, un peu plus tôt, on parlait de la série Black Mirror, qui donc est une série, je pense que la plupart des gens connaissent, qui est une série, qui est une anthologie de petites histoires. Enfin, c'est un épisode d'une histoire, qui sont en général basées sur une hyper exagération d'un aspect technologique particulier, puisque ça se base plutôt sur on va dire, le dévoiement de la technologie. Surtout en termes de soft power horrible, il y a un épisode, j'en parlerai pas du titre, où en réalité tout le monde se met des étoiles, se score les uns les autres, et en réalité il n'y a pas d'interdiction de rien du tout, c'est juste que si vous n'avez pas 3 étoiles, vous pouvez pas rentrer dans tel restaurant, vous pouvez pas prendre le métro, vous pouvez pas prendre le bus. Donc il y a évidemment un rappel du score social, je crois que ça s'appelle en Chine, qui est très différent évidemment, parce que ça se passe pas comme ça. Mais c'est vraiment au service c'est montré comme étant au service de ça. Non, simplement, on veut être bien, donc on veut être avec des gens gentils. Vous avez le droit de pas être gentil, par contre, vous n'avez pas le droit d'aller là. Vous n'avez pas le droit de prendre le métro, vous n'avez pas le droit d'avoir un loyer, une location, parce que là, faut avoir au moins 3,5 étoiles. Et là, on est vraiment sur un exemple de soft power, de dire, bah non, c'est de soft power via forme de gouvernance, dire non, on s'est mis tous d'accord pour que ça soit pour que la règle supplante la politique, donc la négociation. Et comme tout le monde est d'accord, on va pas remettre en cause la règle, peu importe à quel point la règle peut être violente symboliquement, on va pas vous envoyer la police ou quoi que ce soit, on va juste mettre une barrière et vous pourrez pas rentrer, parce que vous avez un lecteur optique, un peu à la Minority Report, qui vous empêchera de rentrer, parce que on va vous identifier immédiatement, on saura quel est votre score, et vous pourrez pas rentrer simplement. Oui, et ça montre, ça donne un monde complètement hypocrite où tout le monde essaie d'être gentil avec tout le monde pour être bien noté. Ce qui est encore une exagération totale on va dire, de simplement être poli. Là, c'est vraiment non, faut pas être poli, faut être plus que poli, faut vraiment être très heureux. Là, ça me rappelle une autre œuvre qui est un jeu de rôle sur table qui s'appelle Paranoia, et un des slogans de Paranoia, c'est Happiness is mandatory. C'est pas simplement respecter la loi, non, il est obligatoire d'être heureux. Et si vous êtes malheureux, vous êtes un déviant. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à la recherche évidemment de validation via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, même on parlait des réseaux sociaux en Chine, mais en Occident, c'est également pareil. Avec, on a perdu Simon, mais on va le retrouver. Ouais, vous inquiétez pas, on va poser de toute façon une question à Bastien. Mais ça me rappelle également cette recherche de validation par les réseaux sociaux. Et donc, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas, en regardant cette émission en replay sur YouTube, à partager cette émission et à mettre des likes, bien entendu, pour flatter l'algorithme qui nous dirige tous, bien entendu. Oh, merci, grand responsable de l'algorithme. Bastien, on avait une question pour vous sur le chat. Alors, après, vous pourrez réagir évidemment sur ce point-là, mais il y avait une question de Celticman29. Bastien, comment ça se passe avec le Danemark et la Suède au sein du Parlement européen vis-à-vis de cette question de l'euro? Est-ce qu'ils ne subissent pas de pression pour la mettre en place également? Voilà, on parlait justement des pays qui sont au Parlement européen, qui sont dans l'Union européenne, mais qui n'ont pas l'euro comme monnaie. S'ils ne subissent pas des pressions. Alors moi, je ne suis pas dans les cénacles danois et voilà, de tous ceux qui n'ont pas l'euro. Ce qu'on peut constater, c'est que ceux qui n'ont pas, les pays qui n'ont pas l'euro, mais qui sont de près ou de loin liés à l'Union européenne, comme ça a été le cas notamment de la Grande-Bretagne, on voit très vite qu'en réalité, ils ont plus de marge de manœuvre au niveau économique. Et ça, en fait, ça pose un petit problème pour l'Union européenne, parce que le but de l'Union européenne actuellement, c'est notamment de faire un grand marché unique et de contrôler une économie d'un territoire et de participer, en fait, avec cette économie de territoire au vaste global, au vaste marché, et d'essayer de créer une unité politique. C'est-à-dire que contrairement à la création de n'importe quel pays, avec l'Union européenne, on n'a pas essayé de bâtir, parce que ce n'était pas possible, une union politique avec une culture identique, en essayant de dire que les nations du Portugal jusqu'en Roumanie, ça serait une unité politique, et ensuite on fait un projet économique. Non, ils ont essayé de faire l'inverse pour essayer d'imposer cette union politique en disant qu'avec le verrou de l'économie, si on verrouille toutes les économies des pays pour la flécher avec la Banque centrale notamment, qui est indépendante de la Banque centrale européenne, eh bien, de fait, on va réussir à créer une union politique.
Et ça, en fait, ça ne marche pas pour l'instant. Et on voit qu'il y a des réticences. Il y a d'autant plus des réticences qu'il y a eu le Brexit. Les Britanniques ont décidé de prendre totalement leur indépendance. Alors, je ne dis pas qu'ils font une bonne ou une mauvaise politique. Le Brexit, c'est pas ça. C'est pas de dire qu'avec le Brexit, ils feront forcément une meilleure politique. C'est de dire que, de toute manière, ils ont le choix maintenant de faire encore une politique davantage plus libérale, s'ils le souhaitent, ou de choisir une autre politique beaucoup plus sociale. C'est leur choix. Maintenant, ils ont totalement les clés du camion, on va dire. Et effectivement, le but de l'Union européenne, c'est l'inverse. C'est de dire, non, nous, on a des institutions qui sont à Bruxelles, qui sont à la Banque Centrale Européenne, et c'est nous qui devons dicter la politique économique d'un pays. Donc effectivement, tous ceux qui sortent un peu de ce cadre-là sont un peu souvent, on va dire, pas les rejeter, mais en tout cas sont pointés du doigt. Et la France, évidemment, ça lui porte préjudice. On pourra peut-être en reparler, mais le Danemark, c'est pas la même économie non plus que la France. Donc évidemment que la puissance de l'Union européenne sur le Danemark, on va dire que le Danemark fait ce choix-là pour l'instant, mais c'est pas préjudiciable pour l'Union européenne pour l'instant. Si la France faisait ce choix-là, ça serait beaucoup plus préjudiciable pour la création d'une union politique. Et on comprend bien ça. Simon, j'ai une question qui t'est adressée sur le chat. Alors, je vais te la poser le temps que tu rouvres ton micro comme d'habitude. Ouais. C'est Moumeil57 qui pose la question. Précédemment, je cite, précédemment, Simon avait dit que dans le meilleur des mondes de Aldous Huxley, on avait une cohérence, un bonheur maximal atteignable si on consent à ses concessions sur notre liberté. Il a dit que l'Union européenne ne correspond pas à cela, mais ne pense-t-il pas que ce fut le cas lors de la période Covid de plusieurs concessions pour revenir, je cite en parenthèse, au monde d'avant? Ils ont su trouver l'idéal pour dicter des mesures de contrôle. Ouais, j'avais vu la question. Alors, si je me place du point de vue de ce que montre le meilleur des mondes, je dirais que le meilleur des mondes, il va tellement plus loin que si on avait voulu faire l'équivalent, on va dire pour nous, il aurait fallu, je sais pas, mobiliser une flotte de livreurs Uber pour que les gens aient plus du tout besoin de sortir de chez eux, d'organiser je sais pas, des trucs de speed dating en visio comme ça pour que les gens se sentent moins seuls. Il n'y aurait pas eu de question de est-ce que vous allez vous faire vacciner ou pas. Il n'y aurait pas eu de on va dire de riches réfractaires qui auraient organisé des soirées dîners en totale contravention de ce qui était organisé. C'était beaucoup moins unifiant que ce qu'on peut trouver dans le meilleur des mondes. Moi, je me rappelle avoir vu un morceau de la cérémonie des Oscars, je sais plus, ça devait être peut-être 2020, où il y avait les acteurs qui disaient oui, on est tous comme ça, sans masque, mais on a tous été testés à l'entrée, donc nous, on a le droit, en fait. Et on a que leur... c'est que ça continue quand même à ne pas montrer le bon exemple, parce que c'est des acteurs, ils aiment bien qu'on voit leur belle gueule. Ça va un côté beaucoup plus classiste, je trouve. Alors que dans le meilleur des mondes, je ne vois pas ça. Mais je suis pas un grand expert du meilleur des mondes. Pour revenir juste sur un truc rapide que l'invité avait dit sur la tentative d'union monétaire pour faire l'union politique, il y a plusieurs personnes au sein de l'Union européenne, qui soient français ou allemands, qui vous diront que les Allemands, ils ont bien essayé de faire l'union politique par 2 fois au cours du XXe siècle. Et que si on les avait laissés faire, l'union politique, on l'aurait eu avant pour pouvoir faire l'union monétaire après. Ça fait partie d'une certaine rhétorique, en tout cas. Mais de toute façon, oui, on peut pas. Il y aura une union politique démocratique en Europe quand il y aura un seul peuple en Europe. Sauf que s'il y a un seul peuple en Europe, ça voudra dire qu'on aura exterminé tous les autres. C'est aussi logique que ça. Après, on peut le souhaiter. Moi, je le souhaite pas. Mais ça fait partie des possibilités. Effectivement, on ne peut pas avoir, de toute façon, plusieurs même cultures politiques qui persistent sur un même ensemble politique. Ça tiendra pas. Déjà, on voit sur des entités beaucoup plus petites que l'Union européenne que déjà faire la cohérence. Déjà, je dirais même ne serait-ce qu'en France, être d'accord sur le taux d'impôt sur les sociétés, déjà c'est pas facile. Au sein juste d'un pays qui est quand même cohérent depuis plus de 1000 ans, en termes de culture politique en tout cas. Faire ça déjà, même entre la France et l'Angleterre, déjà ça serait pas possible. Entre la France et l'Italie, ce serait pas possible non plus, d'ailleurs. Pour des raisons différentes. Donc, non, il y aura pas de... C'est pas possible de faire ça. Mais j'espère avoir répondu à
à la Oui. question. Oui, et puis d'ailleurs, ça me fait dire que nous sommes 18h, un peu plus de 18h passées, afin que nos, afin que nos invités puissent boire un coup et faire une petite pause. Je vous propose une expérience sociale. Je vous propose la seule page, donc ça dure 1 minute. Hein. Je vous propose la seule page de publicité, parce que vous savez très bien que le Cercle Aristote vit par rapport aux dons, etc. Donc je vous propose une page de publicité afin de vivre. Donc la pub est déjà partie. Les annonces, ça me fait penser que je dois vous faire les annonces également. La semaine prochaine, donc pour si vous voyez cette vidéo sur YouTube, ce sera ce vendredi, donc vendredi 22 à 21h. Vendredi 22 à 21h, le grand entretien du mois de novembre en direct sur Twitch et sur YouTube avec Pierre-Yves Rougeron. On reviendra sur tous les événements du mois, bien entendu. En partie sur ce qui s'est passé aux États-Unis, mais on a déjà les émissions d'ailleurs qui ont très bien marché. Merci à vous. On était ravis de recevoir David Tusher et Jonathan Le Perry sur ces questions-là. Et on reviendra évidemment sur tous les autres sujets français comme les sujets à l'international en compagnie de Pierre-Yves comme vous avez l'habitude. Autre date à noter dans votre agenda, si vous êtes par Paris ou dans le coin où vous voulez vous déplacer, le salon des auteurs du Cercle Aristote le samedi 14 décembre. Le samedi 14 décembre entre 14h et 22h, le salon des auteurs du Cercle Aristote avec vous retrouverez tous vos auteurs préférés de la maison d'édition, également des maisons d'édition amis, on va dire, qui seront là, hein, des auteurs qui ont publié dans la collection Cercle Aristote de Jean-Cyril Godefroy, également des invités, des amis du Cercle Aristote pour partager un peu ce moment, on va dire, ensemble. Pour échanger avant Noël et pourquoi pas de faire vos dernières courses de Noël si jamais vous voulez offrir des livres du Cercle Aristote. Et également pour Noël, vous pouvez offrir le livre des cadences de notre ami et invité aujourd'hui Bastien Gouly, évidemment, on sera ravis de le recevoir sur ces applis-là. Donc voilà, vous avez un peu les prochaines grandes dates et puis on verra ce qu'on fera, cher Simon, pour décembre Ouais. avec Geek et Politique. Donc au Et courant. demain lundi, conférence de Jacques Sapir à Paris. Oui, alors très important. Conférence de Jacques Sapir à 10 rue Croix des Petits 10 rue Croix des Petits Champs, oui. à Paris, conférence exceptionnelle de Jacques Sapir. Alors ça, pour ceux qui seront sur YouTube, malheureusement, ce sera déjà passé parce que le temps que la rediff se fasse, en espérant que ça aille le plus vite possible. Mais si vous êtes sur Twitch et si vous êtes dans la région parisienne, conférence de Jacques Sapir. Simon, est-ce que tu seras présent? Non, malheureusement, parce que je n'ai pas de possibilité. Si je y vais, il faut que je dorme dehors dans Paris. Donc non, merci. Ça sera pas possible. Et puis, pour un peu reprendre un peu avec le sujet, cher Bastien, est-ce que où est-ce qu'on peut trouver votre ouvrage? Est-ce qu'il y a des endroits où vous faites des séances de dédicaces? Parce que j'imagine que dans n'importe quelle librairie ou en ligne, on peut le commander. Ça, c'est pas un souci. Mais est-ce que vous allez être en dédicace durant ces prochaines semaines avant les fêtes de fin d'année? Oui, alors c'est en train d'être fixé. Donc je serai en dédicace normalement aux éditions L'Harmattan. Donc c'est une librairie qui est située dans le quartier de la Sorbonne, dans Paris. Donc ça sera soit début décembre, soit un peu avant les fêtes. Donc avant le 20 décembre même, donc ça serait le 19. C'est une date encore à fixer, je ne peux pas trop m'avancer. Ensuite, je serai dans certaines bibliothèques. Donc ça aussi, ça reste à fixer parce que, vous savez, il y a des problématiques d'agenda. Donc tout ça est en train d'être fixé. Oui, je serai en séance de dédicace. Donc à Paris et aussi en province, puisque dans le livre, j'évoque notamment une commune qui s'appelle Louan, qui est située en Saône-et-Loire. Donc je serai notamment dans ce territoire. Alors, j'aime pas ce mot territoire, mais c'est un peu particulier. Louan fait partie de la Bresse. Et donc, en fait, je serai dans ce territoire qui s'appelle la Bresse, qui recouvre 3 départements. Voilà. Et donc, ça sera avant les fêtes de Noël également. Donc, ceux qui habitent dans l'Ain ou en Saône-et-Loire ou dans le Jura, là où il y a la Bresse, évidemment, vous pourrez me voir, me rencontrer, on pourra échanger, c'est avec grand plaisir. Ce sera disponible les dates sur ma page Facebook si vous êtes abonné, ou sur Twitter et sur Instagram.
Et je remercie notre camarade Orloff 1389 qui a pris un abonnement de niveau 1 et c'est son 12e mois d'abonnement. Merci beaucoup pour le soutien. N'hésitez pas, comme notre camarade, à soutenir les projets de la chaîne du Cercle Aristote. Je rappelle que ça ne va pas dans notre poche, mais ça va pour financer du matériel, des sujets, voilà, des émissions, des projets, des livres également, via la maison d'édition Perspective Libre que vous connaissez. Et on vous remercie beaucoup du soutien indéfectible dont vous faites preuve. On reprend avec les sujets d'émission, puisque Bounia7563 posait la question, Bastien, sur l'absence de peuple européen. Intéressant de relire l'intervention de Mirabeau sur le statut de l'homme nouveau également. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Oui, alors après, je ne peux pas faire une analyse là sur Mirabeau, cette œuvre-là. Je suis pas un tautologue. Sur le plateau télé, évidemment, je pourrais blablater comme les tautologues et dire que je connais parfaitement toute l'œuvre de Mirabeau. C'est pas ce qu'on vous demande, c'est par rapport à cette notion-là, justement. Voilà. Non, le peuple européen, en fait, si vous voulez, ça, c'est un serpent de mer. Vous savez, Jean Monnet, par exemple, croyait fortement au peuple européen, une convergence entre les nations. Il appelait même à des États-Unis d'Europe. Donc, vous voyez, ça, c'est une notion qui est reprise dans le temps. Alors, plus spécifiquement au XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, quand même, parce que c'est là où il y a certains intérêts qui commençaient à poindre, notamment avec une France qui a été complètement ravagée après la Seconde Guerre mondiale, une Allemagne également, des pays qui devaient aussi subir soit le régime soviétique, soit faire le choix atlantiste. Et donc, en fait, certains se sont dit que c'était le bon moment d'essayer de faire un projet des États-Unis d'Europe. Vous savez, on l'a redit, le problème de ce projet-là, c'est qu'en fait, on ne peut pas obliger des peuples à s'unir alors qu'ils ont des divergences, qu'elles soient culturelles, mais aussi économiques. Et on voit très bien que, par exemple, la notion de couple franco-allemand, qui est reprise en France, n'existe pas, par exemple, en Allemagne. Ça, c'est un fantasme français. Et c'est de faire croire qu'en fait, il y a une unité, par exemple, entre les Allemands et les Français, ça, c'est une chimère, par exemple. Donc, vous voyez, ça pourra toujours revenir. Si on force, dans l'absolu, évidemment, les nations à s'unir en une seule, eh bien là, je reprendrai le propos de Simon, qui a dit, en fait, il faudrait que toutes les nations soient détruites quasiment et qu'il n'en reste plus qu'une. Oui, Simon, justement, sur cette notion de couple franco-allemand qui n'est pas un couple, en tout cas, si c'est un couple d'un genre particulier, un couple sadomasochiste où il y a un des deux membres qui aime se faire fouetter par l'autre pendant que... parce qu'il y a le couple Hugo Boss, et puis il y a la cravache, et puis il y a tout ce qu'on aime. Non, mais à part ça, au niveau de la blague, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment on essaie de faire rentrer certains concepts, des fois de manière un peu plus subtile que d'autres fois, on va dire, à la matraque, dans l'esprit des gens via une couverture médiatique quasi totalitaire, puisqu'on revient sur ce terme-là. Oui, après, bon, sur la question de créer un homme nouveau, c'est assez... ça fait partie du kit standard des totalitarismes en général. Après, il faut être un petit peu... c'est le starter pack. Ouais, ça fait partie, ouais. Parce que il y a eu beaucoup ça dans l'URSS, avec l'homo soviéticus ou des choses comme ça. Maintenant, il faut être un peu prudent avec cette notion, parce que, je veux dire, même la Troisième République aussi a voulu essayer de créer un homme nouveau. C'est pas aussi évident que ça. Et j'ai perdu ce à quoi je pensais. C'était pas sur l'homme nouveau, c'était sur le fait de forcer. Je sais plus. De mettre des concepts au forceps dans la tête des gens. C'est-à-dire, on parlait des États-Unis avec les frappes chirurgicales, oui. Les européistes avec le couple franco-allemand, avec la puissance de l'euro pour contrer le dollar. Ce genre de concepts qui sont, dans les faits, faux, mais qu'on nous fait croire qu'ils sont vrais par une propagande médiatique. Voilà. Ouais. Alors, déjà, il y avait quelque chose avec Jean Monnet qui voulait créer les États-Unis d'Europe, c'est tout à fait vrai, mais pour Jean Monnet, c'était que la première étape. Après, lui, il avait un objectif qui était plus occidentaliste, qui est au moins a une forme de cohérence. C'est-à-dire que lui, il se dit, voilà, on va se rattacher aux États-Unis et on va être un ensemble qui a une cohérence. J'imagine qu'il voyait une cohérence. En tout cas, on va créer cette cohérence, parce que c'était un fonctionnaliste, c'est-à-dire il dit je vais forcer les gens dans des fonctions, ou les gens, les peuples, peu importe, et par la fonction va les tordre pour qu'ils correspondent à ce qu'ils doivent être de son point de vue.
c'est beaucoup plus cohérent en tout cas d'avoir un monde occidental que d'avoir un monde européen qui soit en fait complètement accroché aux États-Unis ou pas, ça dépend des majorités visiblement. Mais ça aurait au moins une logique, une cohérence, même d'un point de vue, on va dire puissance industrielle, puissance militaire, etc. Que de vouloir se dire on va créer, de vouloir prétendre qu'on va créer l'Europe comme un contrepoids aux États-Unis, ce qui a jamais été l'objectif d'une part. Et sur ce, bon là je rentre un tout petit peu dans le détail, mais c'était un point qui était intéressant quand j'avais lu les récits de Perfit sur De Gaulle, où il expliquait que déjà, je crois en 64, quand il s'était agi de faire la télé en couleur, il y avait un projet français, il y avait un projet américain, et les Allemands disaient non, on prend le projet américain. Déjà, c'est dire que bon, bah, donc c'est terminé, il n'y a pas d'union européenne si vous préférez une solution américaine et une solution française. Au point que les Français ont été obligés de faire ça avec l'Union soviétique à l'époque. C'est pour ça qu'en France, on a le format PAL et on n'a pas le format NTSC. C'est pour ça que les jeux vidéo ils sont en 50 Hz sur les vieilles consoles. Mais sur le matraquage, oui, de toute façon, le matraquage, ça finit par rentrer parce que notre cerveau marche pas en négatif. C'est Laurent Berton qui prenait cet exemple-là, il disait si Jules va bien, vous avez tous entendu dans votre tête, c'est marqué Jules va mine. Alors que c'est un slogan stupide, vous avez jamais voulu l'enregistrer, mais pour autant vous l'avez entendu. Et vous le retenez, et vous le retiendrez jusqu'à votre mort en fait. Donc le matraquage, c'est une technique. Maintenant, avec la perte de prédominance de la télévision et on va dire surtout des journaux qui ont vraiment passé à la poubelle, on va dire, c'est logique qu'on se retrouve avec, on va dire, des hurluberlus, enfin ce qui passe pour des hurluberlus en plateau parce qu'ils sont complètement hors du sérail. Il suffit d'imaginer qu'est-ce que ça donnerait si on a fait Pierre-Yves face à Natacha Polony, par exemple, Anne-Sophie Lapix, par exemple. On verra bien que là, on parle de personnes qui parleraient d'un monde différent en face à face. Donc c'est en partie ce que crée Internet, et c'est en partie pour ça que il y a l'arrivée donc de censure. Là, on a vu, là, on va voir écouter les recherches Google des gens, parce que ça fait partie des demandes pour la sécurité. C'est toujours pour la sécurité. Tout à fait. Merci, merci Simon. Et justement, c'est pour en revenir au livre Décadence, Bastien, comment se passent les aspects censure et coercition, qu'elles soient physiques, mentales, judiciaires ou comme ça, dans le livre Décadence? Quel est le système que vous avez, sur les points sur lesquels vous avez appuyé, et ce qui vous paraît, en tout cas dans le monde dystopique que vous décrivez, le plus probable? En fait, je reprends un peu la novlangue orwellienne, c'est-à-dire que on fait passer pour le progrès le verrouillage de la liberté, des libertés et de la démocratie au nom du bien, donc en considérant que tout ce qui est autre qu'une vision unique, la pensée commune, on va dire, eh bien, tout cela c'est extrémiste, tout cela c'est populiste. Et évidemment, tout ce qui est... Là, je ferai un rappel par rapport à ce qui se passe aujourd'hui même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des discussions qui sont à la suite des menaces de grève de la SNCF. Il y a des discussions politiques très sérieuses et aussi médiatiques qui commencent à venir en disant, par exemple, on pourrait remettre en cause le droit de grève. Parce qu'en fait, finalement, remettre en cause le droit de grève, c'est moderne. Par exemple, c'est un progrès parce que la grève, c'est mal. La grève, c'est sale. Eh bien, en fait, c'est par le vocabulaire qu'en réalité, on crée une manipulation. Et le propre de la manipulation, c'est de ne pas être perceptible par celui qui l'a subi. Donc, en fait, petit à petit, le matraquage de ces notions-là, pour dire, par exemple, que regardez, on peut remettre 7 jours gratuites, on peut obliger les gens à travailler 7 heures gratuitement pour financer la sécurité sociale, par exemple. Pourquoi vous voulez pas que la sécurité sociale survive? Si vous voulez pas qu'elle survive, dans ce cas-là, on la détruit. Mais sinon, on vous propose de travailler 7 heures gratuitement. C'est à cause de vous qu'on va supprimer la sécurité sociale. Vous êtes méchants. Par exemple. Et
Et donc, c'est comme ça qu'on remet en cause des jours de congé, par exemple. C'est comme ça qu'on remet en cause des acquis sociaux en disant à chaque fois, mais c'est le progrès, c'est comme ça, on peut rien y faire. There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. C'est comme ça, c'est la bonne marche du monde. Et donc, en fait, c'est surtout par ce vocabulaire-là que ça passe, que ça s'imprègne au sein des gens. Et moi, ce que je montre également dans le livre, c'est que il y a une radicalisation aussi au niveau de l'école, parce que tout se passe, à mon avis, à l'école. C'est que à partir du moment où on n'arrive plus à faire des têtes pleines, avec des savoirs, à inculquer des savoirs, le français, l'histoire, les maths, en réduisant en permanence le nombre d'heures sur ces matières fondamentales et en valorisant ce qu'on appelle les compétences pour une valeur utilitariste de l'individu, c'est-à-dire que les individus doivent d'abord être des gens malléables qui puissent aller d'un poste à un autre, eh bien, en fait, on crée une soumission des masses. Les citoyens n'ont plus d'esprit critique, ils ne sont plus éclairés, ils ne peuvent plus interagir avec leur monde, et c'est un peu cela qui se passe aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais faire très bref, mais il y a des directives qui ont été passées, des conclusions, par exemple la table ronde des industriels européens qui a influencé la table ronde Maastricht, par exemple, qui dit clairement, par exemple, que l'éducation doit être au service du monde de l'entreprise. L'éducation ne doit pas être au service du citoyen pour qu'il soit éclairé. Non, l'éducation doit être au service du monde de l'entreprise. Eh bien, c'est comme cela qu'on en est venu, par exemple, à l'avènement des compétences face au savoir. C'est comme ça qu'on en est venu à réduire le nombre d'heures de mathématiques, d'histoire et de français, parce qu'on se dit que finalement, le lycéen qui est en lycée pro ou le collégien qui a un peu de mal dans ces matières-là, on sait très bien qu'il sera dans le manuel, et ceux qui sont dans le manuel, on n'en a rien à faire qu'ils sachent que 1515, c'est Marignan. Eh bien non, en fait, il est là le problème. C'est que c'est en fabriquant des têtes pleines qu'on arrive à avoir une conscience et à avoir un esprit critique. Et que l'exigence, normalement, de la République et de toute démocratie, c'est de faire en sorte que le citoyen soit le plus pleinement intégré dans sa société et donc ait une tête pleine. Eh bien ça, on l'a remis en cause. Oui, justement, c'est extrêmement intéressant cet aspect de l'éducation, de l'enseignement et du basculement de l'enseignement et de l'école, où on passe justement d'un citoyen libre et éclairé avec un savoir, un starter pack de base. On disait justement le starter pack dans les jeux vidéo, Simon, mais également à quoi ça te fait penser en termes d'œuvres, que ce soit on en a plein qui traitent de cette thématique, mais ceux qui te paraissent, Simon, le plus les œuvres les plus emblématiques, qu'elles soient écrites, audiovisuels ou même des jeux vidéo, qui sont un mix justement entre les deux, puisqu'on doit écrire des jeux vidéo, bien entendu, comme on doit écrire des films et des séries. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit tout de suite en termes d'œuvres quand on parle justement de ce que parle ce dont parle Bastien dans son livre Décadence, où on s'attaque non seulement aux institutions, mais également à l'école et à la formation, aux enfants même. En termes de détournement de l'instruction publique pour en faire de la... là, moi, ce que j'entendais déjà, dès qu'on me disait non, l'argument de dire oui, vous voulez quand même pas détruire la sécurité sociale, c'est exactement le même genre d'argument qu'on a dans la ferme des animaux de Orwell, par exemple, quand on dit mais attendez, si on fait ça, on va mourir. Je dis non, mais attendez, si vous êtes en train de vous opposer à ce qu'on veut, vous voulez que les tsars reviennent, parce que c'est clairement ça. Vous voulez pas que les tsars reviennent quand même. Non, vous voulez pas que les humains reviennent. Bon, bah donc vous allez nous obéir. Et où ils expliquent, dans la ferme des animaux, on explique bien qu'à un moment, on prend les... Alors dans la ferme des animaux, c'est les chiens, c'est les chiots qu'on prend et qu'on envoie pour en faire des chiens d'attaque au service du pouvoir. En gros, c'est clairement ça. Après, sur le détournement de l'école en général, je crois qu'il y a, en tout cas le formatage, il y a un peu ça dans le film Snowpiercer, je ne sais pas si vous avez vu, qui est un film, qui est clairement un film sur la lutte des classes, qui est relativement subtil, mais on peut dire, il y a relativement subtil, où il faut avancer à l'avant du train pour aller dans une autre classe. Ouais, mais je dirais, bon, c'est un peu du spoil, mais il y a un personnage dans le film qui, bon, ça c'est plus sur le film, donc c'est pas tellement en lien avec forcément cette histoire-là, qui dit clairement, la question c'est pas de savoir qui conduit le train, la question c'est de réussir à sortir du train. Qui est, pour une fois, une conclusion assez intéressante sur qui est plus intéressante que simplement le bas contre le haut. Mais quand il traverse le train, il montre bien les classes où on cherche pas à faire des gens instruits, on cherche à faire des gens qui sortiront pas du rang, essentiellement.
Mais sur la question là, en tout cas actuelle de collège-lycée, c'est vrai que ça fait même depuis au moins Blanquer qu'on cherche, en tout cas en France, à viser l'employabilité plus que le savoir. Et même là, en fait, on se rend bien compte que ça casse en fait. Parce que moi, j'ai une grande partie de ma famille qui est dans l'éducation nationale, bon, à la retraite maintenant, mais quand même, et qui ont bien vu déjà plein d'élèves qui disaient non, moi les maths ça m'énerve, moi j'aime bien faire de la bio, mais j'aime pas faire des maths. Et quand ils arrivent pour prendre des facs, les facs leur disent bah oui, mais vous avez pas fait les maths en fait, donc en fait ça sert à rien vous pourrez pas suivre parce que vous aurez pas le niveau en mathématiques. Bon, en physique c'est pareil. Moi j'ai pas été toujours très bon en mathématiques. Moi je fais de l'informatique. Mais je pourrais pas faire le cursus que j'ai, même simplement en termes de spécialité au lycée, que je pourrais pas le refaire aujourd'hui en France. Parce que j'aurais pas le droit de faire toutes les heures que j'ai fait en mathématiques, SVT et physique-chimie. Et on voit bien que même viser l'employabilité, quand on coupe des enseignements comme l'histoire et la géographie, mais même la philosophie, la recherche scientifique et les mathématiques, quand on fait par exemple des volumes, ça active des aires cognitives qu'on n'a pas l'habitude de voir, et on voit qu'il y a des élèves qui ont beaucoup de mal à se représenter des objets en 3 dimensions, et plus on leur explique, plus ça va. Mais ça ouvre en fait des zones et des types de cognition qu'on ne peut pas avoir si on n'en fait pas. Et on se rend bien compte que ça pose problème par la suite, même pour avoir des gens employables, parce que simplement il y a des défauts de sens pratique. Bon, j'ai des amis qui diront que ça c'est l'absence de service militaire. C'est un point de vue. Mais même d'un point de vue cognitif, moi je fais de l'informatique, il y a beaucoup de gens, ils ont beaucoup de mal quand on leur explique des choses supposément simples, qui sont censés être des informaticiens de 10 ans d'expérience. Il y a des choses, vraiment ils captent pas. Parce que c'est pas la question de savoir coder, il y a des problèmes de conception, de réussir à concevoir des choses dans sa tête. Et même ça, qui ferait des gens employables, même ça, on n'y arrive plus. Parce que justement, on a plus visé d'avoir des gens, enfin, pas adaptables, mais je dirais qui sont capables de réfléchir. Oui. Et justement, Bastien, pour moi, c'est un des points les plus importants, et non seulement que vous évoquez dans le livre Décadence, mais de manière générale dans cette société, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, on n'atteint pas un point de non-retour au niveau des jeunes générations, je parle des masses, où, en fait, un système qui visait justement l'employabilité, le fait d'être bien d'être vraiment effectif pour l'économie, mais de pas forcément réfléchir par lui-même, d'être un peu une sorte de Lego, une sorte d'objet de rouage dangereux. Est-ce que le fait justement de faire baisser le niveau, que ce soit volontaire ou simplement par des raisons structurelles, est-ce que justement ça va pas faire s'effondrer un système sur justement ces bases, où on s'attaque justement à la base, c'est-à-dire à la question anthropologique de la compréhension des êtres humains, de leur niveau de compréhension, de leur niveau on va dire d'indépendance intellectuelle et individuelle, ou comme on a des sociétés quand même complexes au niveau du modèle économique, est-ce que ça va pas faire s'effondrer en disant on n'arrive plus à avoir de la main d'œuvre ou des citoyens qui sont suffisamment aptes à faire tourner la machine? Il faut bien comprendre qu'il y a des générations qui sont sacrifiées. Alors Simon parlait de Blanquer, ça date de bien avant en fait. La mise en valeur des compétences face au savoir, ça date, même on pourrait dire que ça date sous Lionel Jospin, quand il était ministre, 1989, on pourrait dire que même là, ça part de là. Et après, c'était continuel. Donc, en fait, oui, il y a des générations qui sont sacrifiées, les jeunes particulièrement, ceux qui ont en dessous de 30 ans. On est en train de fabriquer une société qui ne comprend plus, qui ne saisit plus les enjeux. Mais est-ce que on est en train de détruire les sociétés en faisant cela? On est en train de détruire une nation, certes, mais une société économique, non. Dans les années 90, il y avait une conférence qui était la conférence de San Francisco, qui regroupait en fait les pontes politiques et l'élite économique, ce qu'on appelle l'élite économique. Et en fait, la conclusion, c'était de dire, de toute manière, il n'y aura que 2/10 dans l'avenir, au XXIe siècle, 2/10 de la population qui pourront jouir de la croissance et de l'économie d'un pays. Donc, cet état de fait, il existe. Et
est apparue la notion de ce qu'on appelle le tititainment. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas si vous la connaissez, mais le tititainment, c'est de dire qu'en fait, c'est un peu du pain et des jeux. C'est de dire que voilà, vu que les 3/4 d'une population ne pourront pas jouir de la croissance, de l'économie, elle sera frustrée, cette population-là. Eh bien, comment on fait pour éviter toute révolte sociale, toute contestation? Eh bien, on va lui apporter des besoins essentiels. C'est par exemple, on peut le voir, la politique du chèque, c'est-à-dire que on voit que une société commence à mal vivre, qu'il y a un bouillonnement qui se fait en bas, qu'il y a une crainte de révolte. Eh bien, on envoie un chèque, on fait un chèque, et comme ça permet de contenter ces populations-là qui sont après réticentes à se révolter, puisqu'elles se disent que finalement l'État les aide pour subvenir à leurs premiers besoins. Donc, en fait, on a déjà la société économique a déjà saisi tous ces aspects-là et se dit que de toute manière, l'éducation, elle est bien trop chère pour eux. De toute manière, on sait que ce seront des chômeurs, on sait que ce seront possiblement des gens qui devront travailler sur des tâches très simples. On veut faire d'ailleurs, l'OCDE l'a dit, le but de l'école demain, ce n'est pas de former pleinement les citoyens, comme on l'a déjà dit précédemment, mais c'est de faire des livreurs, c'est de faire des transporteurs, c'est de faire des gens qui les petits boulots de la approvisionnent les distributeurs les de petits boissons boulots de la et société de d'aliments. service, quoi. Les petits boulots de la société de service dont on a besoin. Mais entre guillemets, il y a plus de classe moyenne. Il y a les petits boulots en bas qui seront mal payés, chômeurs, RSA, comme ça, Oui. etc. Et les 10 à 20% d'élite en haut. Et ce qui est rigolo, c'est que, enfin rigolo plus ou moins, mais c'est que une partie de la gauche finalement se rallie un peu à ce néolibéralisme, parce que c'est du néolibéralisme, en proposant par exemple le revenu universel. Le revenu universel, c'est de dire, bah voilà, on donne quelques centaines d'euros aux gens, à tous les gens, à toutes les personnes, et puis comme ça, elle sera satisfaite, cette population-là, elle ne se révoltera pas parce que l'État les aide pour quelques centaines d'euros. Donc en fait, effectivement, les classes moyennes aujourd'hui, moi je dirais qu'il y a plusieurs classes moyennes. Christophe Guilly dit que elles sont, on peut pas parler de classe moyenne puisque effectivement, soit ce sont des classes supérieures, soit ce sont des classes populaires. Moi je dirais qu'il y a plusieurs classes moyennes. Aujourd'hui, les classes moyennes s'interrogent. Effectivement, c'est des classes moyennes que sont venues le mouvement des Gilets jaunes, il faut le rappeler. Il faut voir si cela peut se reproduire. Si aujourd'hui, moi je ne crois pas, hein, je pense qu'il y a un sentiment de résignation. Mais en tout cas, la société économique, l'élite économique a déjà pensé tout cela. Elle le pense déjà, elle a réfléchi à cela dès les années 90. Et la politique du chèque, c'est exactement cela. Donc effectivement, je crois qu'elle ne s'inquiète pas trop. Est-ce que vous parlez justement dans le livre Décadence du revenu universel ou d'un système qui s'en rapprocherait? Oui, c'est exactement ça, j'en parle. Eh bien, je dis que ça va être quelque chose qui sera institué. Alors attention, hein, quand je dis ça va être institué, c'est dans le livre, dans cette dystopie-là. Oui. Et je nomme à la manière d'une novlangue orwellienne, je dis que même ce sont des assistés heureux. Le pouvoir politique les considère comme des assistés heureux. Ils n'ont pas à être malheureux parce qu'ils sont assistés. Ça, c'est le terme récurrent aujourd'hui. Dès qu'on parle de quelqu'un qui vient de subir un licenciement et qui touche du chômage, on le considère comme un assisté. C'est un terme très péjoratif, mais on sait très bien derrière ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui est à la marge de la société. On le met à la marge de la société. Cette personne est salie par son nouveau statut social de chômeur. C'est un assisté. C'est à cause de lui que l'économie va mal. Eh bien, en fait, je reprends ce terme-là d'assisté avec le terme, c'est un peu un oxymore, mais heureux, parce que en fait, l'État subvient à ses premiers besoins juste simplement pour vivre et pour le fait qu'il ne soit pas assez frustré pour contester le système. Oui, il y a cet aspect, Simon, de tout ce qui est, ce que David Graeber avait appelé les bullshit jobs, hein, qui sont donc donner du travail, mais voilà, qui sert pas, qui est pas vraiment productif pour l'économie, que ce soit dans le privé ou évidemment beaucoup dans la fonction publique. Il y a cette dégradation vers le bas. Est-ce que quelque part, on peut se poser la question, on parlait de pas mal d'œuvres qui ont été écrites durant le XXe siècle en première partie d'émission. Est-ce qu'aujourd'hui,
la réalité telle qu'on la vit ou telle qu'elle s'envisage actuellement en Occident a dépassé la fiction dans certains domaines. Ce qui est forcément, on ne leur jette pas la pierre, hein, c'était écrit il y a 50, 60, 70 ans, donc c'est très difficile à l'anticiper. Plus on s'éloigne, plus c'est difficile d'anticiper. Est-ce qu'aujourd'hui la réalité dépasse pas la fiction? Alors ça dépend. Moi je vois, il y a une série que j'aime bien, qui s'appelle South Park, qui souvent commence à être de plus en plus dépassée par sa réalité. Enfin, la réalité commence à dépasser la fiction de South Park, ce qui est terrible, je dirais même pour eux, parce qu'ils arrivent plus à être aussi exagérants que ce qu'ils pouvaient être avant, parce que la réalité les rattrape trop vite. Je dirais pas sur quel sujet, parce que bon, il y a des sujets où on peut pas trop se permettre d'en parler. Mais bon, si vous avez vu South Park, vous savez très bien de quoi je parle. Ensuite, sur des aspects, moi je vois dans Ubik, qui est un roman de Kadik, qui est, je pense, son roman le plus connu. Le côté, on ne possède plus rien et tout est loué, et au point que le téléphone il marche à pièces, même chez nous, la serrure marche avec des pièces, des choses comme ça. Ça, c'est un petit peu, je dirais, on n'est pas encore, et je pense que sur pas mal d'aspects on n'y arrivera pas, mais vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux, c'est quand même assez récent, et c'est vraiment en plein dedans. Ensuite, il y a des trucs de fiction, des œuvres de fiction, d'anticipation, qui malheureusement, il y a beaucoup de choses qu'elles ont mal anticipées. Enfin, pour moi, il y a 3 choses qui ont été vraiment pas du tout anticipées par la plupart des auteurs de science-fiction. C'est Internet, les téléphones portables, et un troisième truc, je dirais les smartphones. Les réseaux sociaux? Non, j'aurais plutôt dit, je pense, les smartphones en général, au point que même Ubik, qui est censé se passer en 2500, je sais pas peut-être pas en 2500, mais en 2000 et quelques, ils ont le moyen de parler aux morts, mais ils ont toujours pas de téléphone portable, par exemple. C'est un peu comme Biden. Ouais, Biden ouais. peut utiliser son téléphone portable, mais il parle aux morts. Bah oui, il parle. Bah c'est bon. Puis après, en plus, pour aller parler Mitterrand. Enfin, bon, bref. Je pense que je parlerai pas à Mitterrand, mais si je peux parler aux morts. Ensuite, là, sur cette anticipation, je dirais que là, sur ce qu'il disait des bullshit jobs, ce genre de choses, et vraiment le découpage entre le 20% technogestionnaire et le reste, il y a quelques œuvres qui le mettent en scène. Bon, il y a Laura Niger qui nous avait parlé à un moment dans une conférence je crois, du film Elysium, où il y a les 20% qui vivent dans une station spatiale d'ultra luxe, et puis le reste vit sur Terre complètement pollué, clochardisé. Bon, il paraît que le film est pas bien du tout, je l'ai pas vu, mais je vois ça. Quelque part, le monde de Shadowrun ou du cyberpunk en général, souvent c'est beaucoup ça, c'est les méga-corporations dans lesquelles vivent les chefs des méga-corporations et leurs employés, qui sont bien traités, mais qui vivent entre eux, qui vivent dans une petite portion de l'univers. Alors moi, et le reste... Simon, je te coupe, j'en ai un qui me vient tout de suite à l'esprit, qui personnellement fait partie de mes œuvres de pop culture préférées, c'est le manga Gun. Gun, oui, bah Gun, Ah oui, c'est ça. bah, Bah, moi qui suis un énorme fan, un fan de cette œuvre-là. Moi, quand on parle de cette thématique-là, j'y pense tout de suite. C'est-à-dire des espèces de cités dans les nuages avec la déchetterie en dessous, où les gens essaient de se battre pour survivre, où c'est ultra criminel. Il y a des maladies, de la famine, des choses comme ça. Les gens essaient de débrouiller pour avoir capté un tout petit peu de cette richesse qui ruisselle via les grands tuyaux, et on garde les 10, 15%, 20% d'élite. Bon, là, dans Gum, c'est peut-être plus 1 ou 2%, mais il y a cette notion de justement en haut qui ramène quelque part à des sociétés très très primitives aussi dans leur façon d'exister, quoi. Oui, et qu'on voit d'ailleurs dans Gun, il y a vraiment un détachement, on va dire quasiment total entre Zalem et puis la déchetterie, même s'ils continuent d'envoyer des choses en haut, mais il n'y a pas plus de contact que ça, alors que par exemple, l'exemple de la cité en haut et de la cité en bas, c'est Metropolis. Bien entendu, ça c'est à 100 ans, donc. Ouais, mais qui a été beaucoup repris. Par exemple, Midgard dans Final Fantasy VII, c'est Metropolis, c'est pareil, la ville haute et la ville basse, mais qui sont plus je dirais, en interdépendance que ce qu'on voit dans Gun, où là, il y a quand même moins de liens, au point que les Alémiens, on sait même pas vraiment à quoi ils ressemblent pour les gens d'en bas, mais on sait pas à quoi Salem ressemble, hein, vraiment. Oui, non, on sait pas. Mais ça, c'est beaucoup le cyberpunk va taper là-dedans. En fait, pour moi, beaucoup de monde cyberpunk, en fait, c'est des mondes sans état, qui fait qu'il y a plus vraiment de loi, il y a plus que la loi que font les mégacorpos. Les mégacorpos, leur loi, c'est
les pauvres, on leur laisse des miettes et puis ils se débrouillent dans un monde complètement criminel, et on fait des barrières les plus récentes possibles pour garder les technogestionnaires qui font les choses vraiment avancées, sachant que c'est quand même des systèmes où ce qu'on voit par exemple dans Final Fantasy VII, ils sont quand même plutôt plus contents de vivre même dans les taudis, dans la décharge de Midgard, plutôt que de vivre dans leur petit village dans la montagne. Oui, il y a cet aspect évidemment suburbanisation, etc. D'ailleurs, Bastien, sur ces aspects méga puissance des méga corpos et sur cet aspect déconnexion entre certains mondes, on le voit aujourd'hui, il y a des entreprises, des multinationales, notamment occidentales, mais pas que, hein, ça commence de plus en plus à se diversifier dans l'ensemble du monde, mais principalement occidentales et américaines, qui sont plus puissantes qu'une bonne partie des États dans le monde, hein. Alors peut-être pas les États nucléarisés ou les États vraiment très très forts économiquement, mais il y a beaucoup d'États sud-américains, africains, asiatiques, même européens, qui sont complètement sous la coupe et moins puissants dans les faits d'un point de vue matériel que certaines immenses corporations qui font aussi leurs énormes sièges sociaux dans des endroits ultra sécurisés, ultra technologisés, ultra numérisés. Est-ce que ça c'est quelque chose dont vous parlez également dans Décadence, et c'est une tendance qu'on observe aussi de plus en plus? Disons que oui, moi j'évoque le mouvement des entrepreneurs, si vous voulez, qui est un mouvement qui défend les plus gros industriels, les plus grosses entreprises sur le sol européen, et qui dicte en fait la loi, et qui dicte les politiques économiques réelles. Donc en fait, ça, oui, effectivement, on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui les multinationales s'engraissent. On voit très bien que le CAC 40, par exemple, en France, ne s'est jamais autant enrichi, et pourtant la pauvreté augmente. Qu'il suffirait de mettre, par exemple, une légère taxation sur les 100 milliardaires français, je crois qu'il y en a 100 à peu près, je sais pas, quelque chose comme ça, 100 milliardaires français pour en fait résoudre le problème du financement de la sécurité sociale. Et ça, on va pas le proposer parce que ça, c'est pas considéré comme une proposition, on va dire progressiste, encore une fois, moderne. On est un peu dans la théorie du ruissellement encore aujourd'hui, même si à chaque fois Emmanuel Macron s'en défend, mais on est toujours un peu dans cette logique-là, en disant que plus les riches s'enrichissent, et plus ça va ensuite pleuvoir sur les populations subalternes. En fait, on voit que non. D'ailleurs, vous savez, l'année dernière, 2023, il y a eu 90 milliards, par exemple, de baisse. L'État a dépensé 90 milliards d'euros pour l'allègement des cotisations sociales pour les entreprises. Qu'est-ce qu'on voit, c'est que derrière, Michelin, par exemple, qui a profité de toutes les aides, que ce soit le CICE, qui a des bénéfices, a annoncé qu'ils allaient faire... Ils ont annoncé la fermeture d'entreprise, et qu'en plus les dividendes pour les actionnaires allaient augmenter. Donc ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, ça passe à 48%, quelque chose comme ça. Oui, mais c'est complètement hors sol. C'est complètement hors sol, et on voit très bien que le monde financier aujourd'hui, qui est prédateur, il a toujours été prédateur, mais aujourd'hui il domine parce qu'il y a les institutions qui font que ces multinationales deviennent plus puissantes que les États. Le fait que la Banque Centrale Européenne, par exemple, soit indépendante, c'est un problème. Par exemple, eh bien, on voit que il y a un lien très fort entre les multinationales et la Banque Centrale Européenne, mais qu'il n'y a pas forcément de lien politique. La France ne peut pas dicter, en revanche, la loi économique sur le sol européen. Elle peut essayer d'appuyer, elle peut essayer de dire, bah voilà, il faudrait faire ceci, cela. Mais la Banque Centrale Européenne, en fait, peut dire, mais moi, je n'en ai rien à faire de ce que vous nous dites. Si moi, je veux mettre un euro fort, eh bien, je mets un euro fort. Tant pis si votre économie s'écrase. Donc oui, ça, cette dynamique-là, elle est évoquée, en partie. C'est qu'un livre de 220 pages, donc je ne peux pas non plus évoquer tous les sujets. Mais on voit que effectivement le monde qui nous est préparé aujourd'hui ne permet pas au monde politique de reprendre possession de sa souveraineté, et que c'est le pouvoir économique aujourd'hui dans un soft totalitarisme, parce que finalement on ne le voit pas forcément, hormis quand il y a des grands plans sociaux, ou quand il y a des fermetures d'usines, que c'est ce monde économique qui dicte les politiques. Et qui dicte aussi ce que chacun doit être finalement, quasiment. Exactement.
Un dernier mot, Bastien Gouly, avant de terminer cette émission. Il y a une actualité, c'est une question personnelle, c'est pas une question du chat. Il y a de nouveau les tractations entre les manifestations d'agriculteurs par rapport aux tractations entre l'UE et le Mercosur, et un traité qui peut encore accélérer justement non seulement la perte de productivité des agriculteurs français et européens, et finalement la disparition à terme ouais, on pense à eux très très fort. Dernière question, comment est-ce que dans le livre Décadence, vous gérez cette question justement de l'approvisionnement de base des populations? On a parlé des questions financières, des questions d'argent, mais au niveau simplement voilà, de se nourrir, de se chauffer, etc. Comment ça se passe? Est-ce que c'est aussi des chèques énergie, des chèques alimentation? Est-ce que c'est de la nourriture, on va dire, lyophilisée? Comment ça se passe? C'est un peu tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a un revenu universel qui permet à chacun de s'approvisionner dans des... alors moi, dans ce monde-là, il y a toujours des hypermarchés. Alors, ils sont un peu différents, mais il y a des hypermarchés. Et dans ce monde, dans Décadence, les traités de libre-échange sont pléthoriques. C'est-à-dire que il n'y a plus de barrière douanière du tout. En France, il y a c'est assez dingue parce que j'ai écrit au début ce livre en 2015, donc il n'y avait encore pas du tout le Mercosur. Mais le livre, au début, j'ai écrit en 2015, et dans ce livre, il est évoqué le fait que de la nourriture brésilienne avec du chlore fait concurrence sur les étals à la quelque nourriture française qui encore subsiste un tout petit peu, mais dans des fermes de 1000 vaches et dans des fermes de 10 000 cochons, qui existent aussi déjà en Union européenne pour nous concurrencer d'ailleurs. Et aussi, j'évoque pour ceux qui ont plus les moyens, une nourriture, par exemple, de la viande, où en fait, il y a un degré de protéines, un degré de certains nutriments calculés en fonction des besoins des individus. C'est-à-dire que si l'individu manque de calcium, il peut se prendre une viande à qui on a injecté du calcium comme ça dans la viande, et qui peut se fournir en calcium et avoir ces nutriments dont il a envie. Donc, bon appétit, bien sûr. Oui, effectivement. Mais c'est un peu ce qui va arriver. Hein. C'est-à-dire que là, le Mercosur, ce qui est projeté, c'est l'arrivée sur nos étals de viande, de nourriture, dont les élevages, qui dépendent d'élevage, avec des animaux nourris sous antibiotiques, avec un certain nombre de normes qui ne sont pas aussi respectées que chez nous. Et il y a certains produits qui seraient interdits en France et on va les autoriser du Brésil. Donc, vous savez, la nourriture, comme disait Jean-Pierre Coppe dans sa célèbre maxime, c'est de la... C'est de la merde. Voilà, je vous laisse le dire, mais en fait, sur nos étals, ça arrive très fortement. Et c'est une menace avec le Mercosur. Eh ben, on suivra évidemment tout ça, et surtout, Bastien Gouly, je vous remercie infiniment d'être venu, parce que ça fait 1h30 d'émission, donc on va gentiment conclure. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Décadence, aux éditions L'Harmattan. C'est votre premier ouvrage, vous qui avez été journaliste pendant plus de 15 ans. Là, vous sortez votre premier ouvrage de fiction, justement dystopique. Donc, si vous voulez une belle lecture pour les fêtes, n'hésitez pas à vous le procurer. Merci d'être passé par chez nous. Simon, merci beaucoup d'être venu. Je vais te laisser me répondre, mon Simon. Merci beaucoup d'avoir été présent pour ce premier épisode de Geek et Politique. On se retrouve pour la prochaine émission où on parlera de Star Wars, de Warhammer, de BioShock, de n'importe quelle œuvre de fiction qu'on aime bien, sur laquelle on aime parler, avec un invité pour justement parler de ces thématiques. Et Simon, on se retrouve très prochainement pour l'épisode 2 de Geek et Politique. N'hésitez pas, cher public, soit sur Twitch ou sur YouTube, n'hésitez pas non seulement à partager l'émission, mais aussi à nous dire, parce que c'est un nouveau format, à nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, ce qu'il faudrait améliorer, ce qu'on travaille, hein, forcément, on est des amateurs, on travaille sur des nouveaux formats, et merci. On nous dit d'ailleurs, Simon, Warhammer 40K dans le chat, il faut qu'on fasse du 40K, vous inquiétez pas, quand on aura le bon sujet, le bon invité, on en parlera, Simon. Oui, non, bien sûr. Moi, 40K, aucun problème. Juste, là, je pense qu'on peut le dire que cette émission était un peu particulière parce qu'on avait un invité qui avait un ouvrage qui était en lien, et que ça pourra être les prochaines fois, ça sera potentiellement sur des sujets précis
qui seront pas forcément en lien avec un ouvrage de l'invité, donc on pourrait peut-être un peu plus libre sur des questions un peu plus générales. Et sur juste un point que je vous ai pas coupé la parole tout à l'heure, mais sur la question d'avoir des entités corporations beaucoup plus puissantes que certains États, je conseille à ceux qui pensent que le cyberpunk exagère, notamment à ce niveau-là, d'étudier c'était quoi le pouvoir réel de la Compagnie des Indes orientales à la Renaissance, par exemple. Pour nous, non, on n'a pas entendu du tout on n'a pas attendu Google pour avoir des multinationales surpuissantes. Maintenant, la surpuissance de Google n'est pas la même que celle de la Compagnie des Indes orientales. Il y a pas photo. Mais par rapport à toujours des États du tiers-monde, non, il y a le pouvoir de faire ses lois eux-mêmes. Enfin, il n'y avait pas grand-chose à leur envier. Mais Ouais. très impatient de continuer cette émission. Mais bien entendu, merci Simon, on se retrouvera. Bastien, merci beaucoup. Vous êtes évidemment le bienvenu quand vous le souhaitez sur le Cercle Aristote pour parler de donner une conférence ou parler d'une actualité qui vous concerne. Merci beaucoup d'être passé sur la chaîne Twitch. Avec plaisir, merci beaucoup. Et chers spectateurs, merci sur Twitch et sur YouTube en rediffusion d'avoir regardé cette émission. C'était le premier épisode de Geek et Politique. Et merci d'avoir été nombreux, fidèles pour voir l'émission, la partager et ne pas hésiter à nous dire ce que vous en pensez, ce qu'il faudrait améliorer, éventuellement des suggestions d'invités et des suggestions de sujets. On sera ravis de le traiter avec mon camarade Simon. Merci beaucoup. Bonne soirée et une excellente semaine à tous. On se retrouve sur la chaîne Twitch ce vendredi à 21h, aux alentours de 21h, avec Pierre-Yves pour le grand entretien du mois de novembre. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.